Merci Émilie et bonjour à tous donc pour cette conférence que j'ai intitulée Théorie du complot vers un monde de vérité à la carte. Alors en préambule, une petite précision en termes de vocabulaire, donc la différence entre complot et théorie du complot. Un complot, c'est une action qui est secrètement menée par une personne ou par un groupe de personnes, par un organisme, pour arriver à ses fins. Dans la théorie du complot, on est dans autre chose, c'est-à-dire que c'est une hypothèse qui postule qu'il existe un complot pour expliquer un événement ou pour justifier des zones d'ombre qui semblent planer sur un événement en particulier. Donc on est dans le cadre ici de la supposition. La théorie du complot qui a longtemps été la plus connue, c'est celle entourant l'assassinat de JFK. Donc cet assassinat, très vite, il est apparu qu'il y avait énormément de zones d'ombre sur la théorie du tueur solitaire, donc Lee Harvey Oswald, et à partir de là, un certain nombre de suppositions ont été émises. L'assassinat du président américain ne serait pas le fait d'un homme qui aurait agi de son propre chef, mais aurait été commandité dans l'ombre, et on a à partir de là émis différentes hypothèses. La CIA a été impliquée, la mafia de Chicago, l'extrême droite, et puis encore le complexe militaro-industriel américain qui aurait été hostile à la politique plutôt pacifiste de JFK. Alors cette pensée qui est longtemps restée assez limitée, on va dire, autour de certains événements, ces dernières années, elle est devenue omniprésente. J'ai mis ici une couverture de Society qui exprime assez bien ce phénomène. On vous ment, point d'interrogation, comment le complotisme est devenu l'idéologie dominante. Alors, cette théorie du complot généralisé, elle a plusieurs postulats qu'on va retrouver dans à peu près toutes les théories du complot. J'en ai mis donc ici en exergue les sociétés secrètes dirigent le monde. Donc les sociétés secrètes, d'une théorie du complot à l'autre, ça va être différentes choses. Ça va être la franc-maçonnerie, les Illuminati, Skull and Bones ou le groupe Bilderberg. Je reviendrai tout à l'heure sur les Skull and Bones. L'idée, c'est que ces sociétés ou ces groupes occultes manipulent la population à travers différents complots. On parle de contrôle mental, on parle de désinformation, de dissimulation de la vérité. On parle aussi de false flag, c'est-à-dire fausses bannières, des opérations sous fausses bannières. On en a beaucoup parlé en France après la vague d'attentats. Et l'idée, c'est que ces sociétés secrètes, elles asservissent la population. Et donc là aussi, il y a tout un tas de choses qui sont corrélées à cette idée. On nous parle des chemtrails, par exemple, ces traînées chimiques dans le ciel, grâce auxquelles, par la diffusion de certaines substances, eh bien, on contrôlerait mentalement les gens. Et puis, la plus prouvée, pour le coup réellement existant, la surveillance globalisée. Alors, on l'a vu en France dernièrement, ces théories, elles sont vraiment entrées, j'allais dire en quelque sorte, entre guillemets, dans les mœurs, et on a un véritable revival en France des théories du complot. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Alors je commence avec les Gilets jaunes parce que c'est un sujet d'actualité, et on a vu fleurir ici et là pas mal de slogans anti-maçons, morts aux francs-maçons. Donc là, on est dans la théorie du complot, c'est-à-dire que tous les mots sont attribués aux francs-maçons. Là, c'est un exemple régional, au péage de Poussan en décembre 2018. Là, c'est un autre exemple en périphérie de Paris, donc sur le boulevard périphérique. Chassons les francs-maçons. Bon, avec le contraste et la lumière, on ne voit pas très bien, mais il y a bien la banderole ici. Et on a eu comme ça tout un tas de slogans qui sont apparus ici et là sur la fontaine Saint-Michel à Paris, par exemple en décembre 2019, sur les murs de la Grande Loge de France en octobre 2018. Et on voit qu'il y a des choses qui ressortent, mort de Félix Faure, affaire des fiches. Je reviendrai sur cette idée, parce que c'est un des éléments constitutifs
et fondateur de la théorie du complot maçonnique, l'affaire des fiches. Donc on voit qu'il y avait des vieilles choses qui avaient disparu, qui reviennent sur le devant de la scène, et ça peut des fois aller plus loin que des slogans tagués sur des murs, puisque on a eu aussi ici et là des loges maçonniques qui ont été saccagées en marge de manifestations des Gilets jaunes. Alors, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, les théories du complot foisonnent en France. Elles ont foisonné dès son discours d'investiture qu'il a réalisé donc, devant la pyramide du Louvre. Alors évidemment, quand on est habitué aux théories du complot, on peut supposer que ce discours devant la pyramide, ça va très vite susciter des théories complotistes, et c'est ce que ça a fait. Surtout avec cette posture, cette gestuelle les bras levés, très rapidement, certains ont reconnu le symbole de l'équerre et du compas, plus la pyramide avec cet effet visuel là, lumineux, cette espèce d'œil dans la pyramide. Donc, pour certains, très vite, dans les minutes qui ont suivi la diffusion de cette image à la télé, on a eu ce genre de tweet, clin d'œil à ceux qui m'ont fait élire, donc comme si l'élection d'Emmanuel Macron résultait d'un complot ourdi par les francs-maçons. Alors je montre les théories du complot du côté des Gilets jaunes, mais il faut bien admettre que c'est des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a aussi une instrumentalisation politique de la part de certains membres du parti d'Emmanuel Macron de la théorie du complot. On l'a vu avec cette information, le fait qu'on a trouvé sur un site américain le dépôt, soi-disant dépôt, du site giletsjaunes.com la semaine qui a suivi l'élection d'Emmanuel Macron, donc bien avant que le mouvement n'émerge en France. Et à partir de là, il y a un groupe de soutien, la Team Macron, qui a tweeté, donc je vous lis le message, énorme, le nom de domaine du site giletsjaunes.com a été acheté en mai 2017, une semaine après l'élection d'Emmanuel Macron et enregistré à Denver aux États-Unis. Ce serait bien que les gens commencent à s'intéresser à ce que fait Steve Bannon en Europe. Donc voilà, à partir de là, on suppose qu'il y a une théorie du complot, que tout est organisé, y compris le mouvement des Gilets jaunes, depuis les États-Unis. Et plusieurs députés, l'AREM, ont relayé cette information. Coralie Dubos, par exemple, qui est députée l'AREM de l'Hérault, la 3e circonscription. La réalité dépasserait-elle la fiction? Le nom de domaine giletsjaunes.com a été déposé aux USA en mai 2017, la semaine suivant l'élection du président de la République. Et on a un autre exemple avec une autre députée, Émilie Chalas, qui revient sur la visite de Bannon en Europe. Donc Bannon et puis 3 émoticônes qui expriment sa stupeur. Alors, ça c'était pour vous montrer l'omniprésence de la pensée complotiste actuellement dans le débat public et dans la vie politique. Pour ce dépôt de site, ça a été débunké, c'est-à-dire que le site n'a pas été créé à ce moment-là, il a été récupéré à ce moment-là. Bon, alors après on peut parler de coïncidences étonnantes, par un site de drop catching, c'est-à-dire c'est ces sites qui récupèrent les noms de domaines erronés et qui vont les intégrer à leur liste, donc il faut leur payer ensuite le droit d'utiliser ce nom de domaine. Voilà. Le giletsjaunes.com, en fait, il remonte à 2013 à une contestation de la réforme du rythme scolaire en France. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve aux États-Unis. Voilà, un exemple pour vous montrer qu'il y a beaucoup de théories et que beaucoup de ces théories-là, on peut les démonter, mais on va voir que c'est un sujet qui est très complexe. Alors pour aborder ce sujet complexe, je vous propose une conférence en 5 parties, 5 chapitres. Je vais commencer par une brève histoire des théories du complot parce que c'est très important pour comprendre le phénomène actuel et voir où il plonge ses racines. Ensuite, j'évoquerai la rhétorique des théories du complot, c'est-à-dire le discours, les argumentaires de la théorie du complot. Ensuite, ce que j'ai appelé la confusion de la vérité, vrai complot et fausse théorie. 4e partie, l'ère de la post-vérité. Et enfin, 5e partie, théorie du complot et vérité religieuse. Ce qui me semble être un élément très important pour comprendre aussi les mécanismes et le succès des théories du complot actuellement. Alors je le disais, première partie, une brève histoire des théories du complot avec un phénomène qui n'est pas nouveau. C'est vrai que c'est un phénomène d'actualité dont on parle beaucoup, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce qui est nouveau, la première théorie du complot,
elle a émergé avec, en quelque sorte, une des premières grandes structures qui va dépasser les frontières, c'est-à-dire l'ordre des Jésuites, un ordre religieux qui va essaimer dans le monde entier. Et en 1614, à Cracovie, est publié cet ouvrage, Monita Secreta, donc Monita Privata, il y a eu plusieurs titres selon les éditions, les règles secrètes. C'est un livre qui donc, est publié en 1614, qui est présenté comme ayant été édité pour la première fois en 1612 à Noto Brijae, qui est une ville complètement fictive. Il n'y a pas d'auteur à ce livre. Et le propos de cet ouvrage, c'est de divulguer des instructions secrètes qui circuleraient au sein d'un noyau fermé de l'ordre des Jésuites et qui exposeraient clairement une méthode pour conquérir le monde. Autrement dit, l'ordre des Jésuites serait une couverture pour une grande manipulation destinée à asservir le monde, et seuls certains hauts dirigeants seraient au courant de cela et auraient donc à leur disposition ce manuel pour arriver à leur fin. Alors il y a tout un roman qui est tissé autour de ces règles secrètes. Ce serait à l'origine un manuscrit espagnol qui aurait été par mégarde écarté, perdu des archives de l'ordre des Jésuites à Padoue. Il aurait ensuite été traduit en latin, expédié à Vienne, et de Vienne, il aurait été expédié à Cracovie, où l'auteur, enfin l'éditeur en tout cas, aurait décidé de le rendre public. Et le document, il est envisagé, il est présenté comme une démonstration, comme une preuve qu'il existe bien un complot des Jésuites. Ce document, aujourd'hui, est pensé comme étant un faux, et pour les historiens universitaires, c'est un faux. Mais c'est la première occurrence d'une théorie du complot liée au phénomène de ce qu'on pourrait appeler la mondialisation. La naissance, la véritable naissance de l'histoire conspirationniste, cependant, c'est la Révolution française. C'est vraiment à partir de là que les théories du complot vont occuper la place publique et vont prendre l'importance qu'on leur connaît actuellement. Alors, ces théories du complot, à ce moment-là, dans les années qui suivent la Révolution française, elles vont être utilisées par les deux camps en présence, les républicains comme les royalistes. Alors du côté du pouvoir révolutionnaire, il y a deux volontés. C'est se donner une légitimité à gouverner d'un côté, et ensuite prendre certaines mesures pour sécuriser l'installation de ce nouveau gouvernement. Et pour cela, eh bien, les républicains vont trouver un argument, c'est le complot aristocratique. L'idée, c'est que les nobles qui ont été démis de leur place par les révolutionnaires cherchent à reprendre le pouvoir en France. Ils ont été exilés à l'étranger et depuis l'étranger, eh bien, ils organiseraient clandestinement leur retour sur le sol français. Il y a plusieurs textes sur ce sujet. Le plus saisissant, c'est le discours de Saint-Just sur les factions de l'étranger. Saint-Just tient ce discours le 13 mars 1794 devant la Convention. Et voici quelques extraits de ce discours. Il entend donc dénoncer au peuple français un plan de perversité éversive de la garantie du gouvernement, une conjuration contre le peuple français et contre Paris. Il veut dévoiler hardiment les complots. Il affirme « Il y a dans la République une conjuration ourdie de l'étranger, dont le but est d'empêcher par la corruption que la liberté ne s'établisse. Le but de l'étranger est de créer des conjurés de tous les hommes mécontents et de nous avilir, s'il était possible, dans l'univers par le scandale des intrigues. On commet des atrocités pour en accuser le peuple et la Révolution. » Donc vous voyez, avec cette affirmation, on est déjà dans l'idée des fausses bannières, des false flags, c'est-à-dire que pour faire accuser les autres, on commet soi-même des atrocités en disant que c'est les autres qui les ont commises. Enfin, autre élément, un complot était préparé pour tout briser soudain et substituer le gouvernement royal à celui-ci. Autre citation de Saint-Just, « Je vous annonce donc qu'il y a dans la République une conjuration conduite par l'étranger », donc ça revient très souvent, on l'a vu avec l'exemple des Gilets jaunes.com, le site, donc le mouvement commandité depuis les États-Unis, qui prépare au peuple la famine et de nouveaux fers. Un grand nombre de personnes paraissent servir la conjuration. Le premier auteur du complot est le gouvernement anglais. Les signes de reconnaissance, ça aussi on l'a vu avec le discours d'investiture d'Emmanuel Macron, c'est déjà présent dans le discours de Saint-Just. Les conjurés ont des signes de reconnaissance dans les spectacles, dans les lieux où ils se rencontrent, dans ceux où ils mangent. Ils épient tout,
il se glisse dans les sociétés populaires. Autre passage, des Italiens, des banquiers, des Napolitains, des Anglais sont à Paris, qui se disent persécutés dans leur patrie. Ce sont de nouveaux Sinons qui s'introduisent dans les assemblées du peuple. Alors sinon, pour la petite histoire, c'est durant l'épisode de la guerre de Troie et du fameux cheval, hein, il se fait passer pour un déserteur qui est les Grecs, et il convainc les Troyens de faire entrer dans leur cité le fameux cheval en bois où se cachent les Grecs qui vont décimer ensuite les Troyens. Donc ce thème du cheval de Troie, présent dans le discours de Saint-Just, lui aussi il est très présent dans le discours actuel sur les complots. Donc voilà pour le côté républicain. Du côté royaliste, donc de ce qu'on a appelé les réactionnaires, eh bien, il y a une autre volonté, évidemment, ce n'est pas conserver le pouvoir puisqu'il a été perdu, c'est reprendre le pouvoir. Et pour ça, le parti royaliste, donc catholique et monarchiste, va dénoncer un complot satanique qui aurait engendré la Révolution. Pour ces gens-là, la Révolution ne peut pas être le fruit du hasard, elle a été organisée, et l'œuvre est tellement monumentale puisqu'on a à la fois démis le roi et l'Église romaine, que ça ne peut être que le diable qui l'a orchestré, et il a orchestré grâce à des cercles occultes. Ainsi vont naître dans les années 1790 deux histoires de France, et ces deux histoires de France vont véritablement traverser le XIXe siècle. Alors, j'insiste un peu plus sur l'histoire conspirationniste réactionnaire, parce que c'est elle qui a véritablement traversé le XIXe siècle, puisque c'est elle qui avait un combat à mener, et un certain nombre d'ouvrages ont nourri ce thème. Le premier d'entre eux, publié en 1790, La Loge Rouge dévoilée, c'est la première apparition du thème du complot maçonnique qui aurait organisé, donc, depuis les loges, le renversement du roi de France. L'auteur explique que la franc-maçonnerie, à l'origine, était une société respectable, hein, qui se basait sur des valeurs saines comme l'égalité, la fraternité, mais qu'en son sein, à un moment donné, a émergé une nouvelle secte, et que cette secte-là a pris le dessus sur la franc-maçonnerie et qu'elle l'a poussé à organiser la Révolution. Voilà une citation de ce texte-là. Donc les membres de ce groupe qui se connaissent sans s'être jamais vus, qui s'entendent sans s'être jamais parlé, qui se servent sans s'être jamais connus, ont pour objectif de gouverner le monde en trompant les souverains et d'usurper la puissance en enrôlant leurs ministres. En 1792, 2 ans après, paraît un autre ouvrage de Jacques-François Lefranc, Le voile levé pour les curieux, ou le secret de la Révolution de France, révélé à l'aide de la franc-maçonnerie. Donc là, on voit qu'on est dans la rhétorique de la vérité cachée, brusquement révélée, et de l'explication des faits par un envers invisible jusqu'alors. La même année, Lefranc publie un autre ouvrage, Conjuration contre la religion catholique et les souverains, dont le projet fut conçu en France pour être exécuté dans l'univers, ouvrage qui achève de démasquer les francs-maçons et de confondre les philosophes et les sectaires de tous les genres. Alors, ce Lefranc, quelques mots sur lui, pour voir d'où viennent ces visions conspirationnistes relatives à la Révolution française. Lefranc est un de ces prêtres, un martyr, hein, de la Révolution, puisqu'il avait refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Donc il était resté fidèle à son Église, et à cause de cette fidélité, il a été mis, comme beaucoup d'autres, à mort en ce qui le concerne le 2 septembre 1792. Alors, il y a un autre élément pour expliquer cette naissance de l'histoire conspirationniste, un autre élément que le contexte effrayant et instable de l'époque. C'est le fait qu'il a existé, à cette période-là, un petit peu avant, de véritables groupes occultes, de véritables sociétés occultes, comme celle de l'Ordre des Illuminés, fondée par Adam Weishaupt, en 1776. Et il y avait eu à ce moment-là un certain nombre de textes, comme celui-ci, publié en 1789, et c'est sur la secte des Illuminés du marquis de Luché. Weishaupt a réellement existé, l'ordre des Illuminés a réellement existé, et le but de cet ordre, c'était effectivement
de renverser la société de ce temps-là, et notamment de détruire tout ce qui concernait les valeurs religieuses, puisqu'il faut bien comprendre que quand on parle des illuminés de Weishaupt, on se réfère non pas à l'illuminisme mystique, mais bien à la notion de philosophie des Lumières, donc du triomphe de la raison. Donc ce groupe a existé sur une période assez courte, mais il avait donné lieu à une certaine littérature, et évidemment ça a cautionné l'idée qu'il pouvait y avoir un complot derrière la Révolution française. Celui qui a joué le plus grand rôle là-dedans, c'est Augustin Baruel. Il est considéré comme le père de l'histoire conspirationniste. En 98, 1700, il publie Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Et donc là, il assoit complètement dans les esprits l'idée que la Révolution, elle est née pas d'une révolte spontanée de gens qui étaient affamés, mais bel et bien d'un complot contre le roi et contre l'Église qui avait été organisé en loge. Et il va défendre une idée qui va ensuite être très populaire, qui est encore reprise aujourd'hui dans certains milieux. C'est l'idée que les francs-maçons étaient une survivance occulte de l'ordre des Templiers, l'ordre des Templiers qui avait été défait par le roi de France Philippe le Bel, avec l'aide un peu forcée de l'Église. Et donc la franc-maçonnerie aurait vengé la mort des Templiers en décapitant le roi de France. Et Baruel argumente en faisant des parallèles entre l'histoire du Temple, de l'ordre du Temple, et certains lieux où se sont passés des événements marquants de la Révolution française. Je ne rentre pas dans les détails. Cette idée du complot maçonnique, elle va traverser le XIXe siècle, et peu à peu, avec la montée de l'antisémitisme, eh bien, les illuminés vont disparaître du devant de la scène, et on va se mettre à parler de complot judéo-maçonnique. C'est-à-dire que les grands méchants qui tirent les ficelles au-dessus des francs-maçons, hein, là donc on a une caricature anti-maçonnique du XIXe siècle qui est assez représentative, avec un politique du Sénat, un politique de la Chambre, et un franc-maçon au-dessus qui les manipule tous les deux, et au-dessus du franc-maçon, le juif, reconnaissable aux attributs typiques, le nez crochu, les sacs d'or, etc. Et donc l'idée, c'est que ceux qui sont au-dessus de la franc-maçonnerie, ce sont les juifs. On ne parle plus à ce moment-là des illuminés. Et cette théorie, elle va continuer à prospérer, et elle va être notamment très utilisée sous Vichy. J'ai mis ici en exergue une affiche de propagande. Hein. Les bobards sortent toujours du même nid, et on voit effectivement que ceux qui colportent ce qui est présenté comme des fake news de l'époque, eh bien, ont des pendentifs judéo-maçonniques, l'équerre, le compas, l'étoile de David, l'œil et le triangle. Alors, après-guerre, donc on voit que sous Vichy, ces théories du complot judéo-maçonnique sont très présentes. Après-guerre, elles vont s'estomper, et il va y avoir un renouveau des théories du complot dans les années 60-70 aux États-Unis. Et c'est tout à fait intéressant parce que ce retour en force des théories du complot, il va pour le coup venir d'un véritable complot, d'une véritable manipulation culturelle des idées. À ce moment-là, on est dans les années 50, émerge aux États-Unis ce qu'on pourrait appeler une nouvelle religion, le discordianisme, qui est fondé par ces deux hommes, Kerry Wendell Sorney et Gregory Hill. Le discordianisme, son nom l'incarne assez, hein, est fondé sur le principe de la discorde, du chaos, et il a un manifeste, c'est Principia Discordia. C'est une sorte de curieux mélange entre l'anarchisme et le bouddhisme. Et l'idée, c'est que le chaos est la valeur suprême, c'est un principe créateur, et les discordiens se donnent pour mission de révéler au monde l'existence du chaos, et surtout de répandre dans les esprits et à travers le monde l'idée du chaos pour générer en gros une nouvelle société.